Alors je vais sortir des cartes maintenant pour vous parler des calendriers, parce que les calendriers aussi, le fait de dater les choses en histoire par rapport à quelque chose d'autre, c'est important, sauf qu'il y a des normes implicites dedans, et j'aimerais bien les discuter avec vous. Par exemple, depuis quand on date par rapport à Jésus-Christ? En fait, l'anno Domini, c'est comme ça qu'on l'appelle AD, parfois vous verrez écrit AD, anno Domini, ou an 1, sachez qu'il n'y a pas d'an 0, ça commence tout de suite, l'an 1, c'est comme ça. Ça a été posé au VIe siècle par un gars qui s'appelait Denis le Petit. Avant, on datait par rapport à AUC. Personne ne se rappelle évidemment, mais c'était ad urbe condita, c'est-à-dire du temps passé depuis la fondation de Rome. Par contre, je ne sais pas avant Rome comment on datait. J'aimerais bien savoir ça. Si quelqu'un arrive à trouver, je serais content. Alors pourquoi j'ai mis dans mon petit test de départ, j'ai mis par rapport à EC et non pas par rapport à JC comme on le voit tout le temps? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on date par rapport à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, c'est un personnage biblique, Jésus-Christ. Il y a un personnage physique qui est suspecté derrière Jésus-Christ, il s'appelle Jésus de Nazareth. Donc déjà, on devrait dater par rapport à Jésus de Nazareth, qui est historique, alors que Jésus-Christ, c'est le personnage christique, quoi, c'est le personnage. Sauf que Jésus de Nazareth, si on regarde de près les textes, et les textes qui sont gardés comme les évangiles de référence, sont des textes qui ont été écrits en moyenne 60 ans plus tard, donc la fiabilité est un peu comme pour Archimède, quoi. Il y a un décalage, quoi. Et ben, ils ne sont pas cohérents entre eux. Donc vous avez plusieurs écoles, il y en a qui disent que c'est daté par rapport à la mort d'Hérode, d'autres qui disent que c'est le recensement de Quirinus, et je sais qu'il y a un groupe d'étudiants qui travaillent sur le sujet en ce moment, donc j'ai dû réviser récemment. Mais en gros, il semble assez vraisemblable que si Jésus de Nazareth est né, alors il serait né en -4. Ce qui cloche un peu quand même. Il est né en -4 avant lui-même, vous voyez. Donc en termes de normes, c'est pas top. Et je ne comprends pas qu'on garde encore cette norme-là, d'ailleurs, qui est très, vous pouvez le voir, hein, christiano-centrée. Hein, christiano-centrée très très forte. D'ailleurs, quelques anecdotes en passant. Une petite devinette. Que s'est-il passé le 11 décembre 1582 en France? Est-ce que quelqu'un sait répondre à cette question? Alors j'en pose une deuxième. Et de toute façon, la réponse est conclue dans les deux. Cervantes et Shakespeare sont morts tous les deux à la même date, le 23 avril 1616. Qui est mort le premier? Alors, je suis très content de mon petit effet. Vous saviez qu'avant qu'on fasse travailler un mec qui s'appelait Grégoire, on s'inspirait d'un calendrier qui était daté depuis Jules César, qu'on appelait le calendrier julien. Et en fait, sous Grégoire, il a fallu changer de calendrier parce que Pâques se décalait chaque année. Et bientôt Pâques, ça allait être à Noël, quoi. Donc c'était le bordel pour les fêtes religieuses, quoi. Donc ils se sont dit, bon là, il faut vraiment qu'on arrête le décalage, il faut qu'on rattrape le décalage. Alors ils ont inventé, avant le doc dans Retour vers le futur, ils ont inventé la téléportation temporelle. Nom de Zeus! Ils ont fait ce qui s'appelle officiellement un décalage, le fameux décalage grégorien, c'est-à-dire que du 4 au 15 octobre 1582, quand vous étiez italien, espagnol ou portugais, eh ben, hop, vous sautiez du 4 au 15. Pour rattraper le décalage de date. Et en France, ça a été du 9 au 20 décembre 1582. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 11 décembre 1582? Rien. Ce jour n'a pas existé. Bon, je ne sais pas si ça vous fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Je trouve ça marrant. Ça me fait marrer de savoir que Thérèse d'Avila est morte pendant la plus longue nuit de l'histoire, parce qu'elle est morte dans le créneau. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui nous montrent à quel point c'est relatif, toutes ces questions, quoi. Qu'elles dépendent de normes qu'on accepte tous. Je ne dis pas qu'il faut en changer, je dis juste qu'il faut savoir que ça en est. Et voilà, et l'Espagne était grégorienne depuis 1582, alors que l'Angleterre, c'est venu presque 200 ans plus tard. Ils étaient encore au calendrier julien, ce qui fait qu'en fait Cervantes est mort 10 jours avant Shakespeare, alors qu'ils ont la même date. C'est génial, non? Vous pourrez bluffer vos profs de lettres, si vous avez des profs de lettres, sur cette question. Les calendriers, aujourd'hui, il y en a encore plein. Beaucoup de pays sont harmonisés sur notre calendrier de type chrétien, quoi, d'inspiration christiano-centré, mais vous pourriez dater. Alors je me suis amusé à faire ça sur des calendriers perpétuels, là, calendrier musulman en ce moment, je crois que c'est le 28, si je ne me suis pas trompé, hein, si certains savent, ils me corrigeront, 28 Rajab 1438, là on date d'après l'Hégire, c'est le départ du prophète. Enfin, chaque religion choisit son point de départ, quoi, si vous voulez. Pareil, dans le calendrier juif, si je ne me suis pas trompé, on est le 29 Nissan de l'an 5777, voilà, après la Genèse. Et alors, vous pourriez prendre le perse, le copte, vous pourriez prendre le maya, vous pourriez prendre le... Il y en a même un qui était gaulois. Hein. Voilà. Il y a même un calendrier fasciste. Alors, les deux anecdotes de l'année pour moi. Calendrier fasciste. En 1926, il y a une circulaire qui a instauré l'usage de l'ère fasciste. C'est-à-dire que quand Mussolini est arrivé, il fallait absolument que tout tourne autour de lui, évidemment. Et en septembre 1933, vous avez un type qui s'appelait Achille Staratze,
j'espère que je prononce bien, j'ai des copains qui parlent bien l'italien, qui vont m'engueuler peut-être, et il décide sur ordre du Duce, donc Mussolini, que les fascistes devront dater à partir du 29 octobre, et à partir de ce jour-là, ils devraient dater à partir de la marche sur Rome. Donc l'an 1, c'est la date de la marche sur Rome, le 28 octobre 22. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, après il y a eu vous connaissez toute la fin de Mussolini. Mais n'empêche qu'il y a eu des calendriers comme ça, et il y a eu même un calendrier révolutionnaire universel, ça je pense que vous êtes peut-être encore en mémoire, cette histoire-là, qu'à l'orée de la Révolution française, il y avait déjà des gens qui avaient commencé à penser ce genre de choses, mais il y a eu un calendrier donc avec les mois, vous savez, Nivose, Frimose, Ventose, Brumaire, etc. Mais ils ont même été encore plus loin, ils ont même proposé d'arrêter ce système qui, au fond, est relativement aberrant, de fonctionner en hexadécimal, c'est-à-dire fonctionner sur 12 heures et 60 minutes, etc. Ils ont dit on n'a qu'à créer des mois de même longueur et des journées qui durent 10 heures, chacune de 100 minutes et 100 secondes. Et en fait, ça marche très bien. Et pire, ça a été mis en place. Et alors, c'est complètement dingue. Alors, je vous ai calculé la date d'aujourd'hui. Pour le coup, on est le duodie 6 floréal de l'an 225. Je trouve ça très joli. Par contre, si je devais vous donner l'heure à l'heure révolutionnaire, qui est une heure qui a été votée, il me semble, en 1794, et qui a duré jusqu'en 1806, avec des horloges comme ça incroyables, ben oui, il pouvait être 10h82 et 78 secondes, par exemple. Et ça aurait pu rester comme ça. Et puis Napoléon a balayé tout ça très rapidement. Vous voyez comme quoi, même quand on donne l'heure, il y a quand même des normes implicites qui sont restées, mais qui pourraient être questionnées. Parfois, c'est encore plus grotesque. Je vous donne un exemple de représentation un peu biaisée. Jésus, quand j'allais à l'église, quand j'étais petit, car j'ai été éduqué dans une religion catholique, Jésus ressemblait très souvent à un jeune homme barbu, plutôt beau, les yeux bleus, blond, quoi. Jamais je m'étais posé la question. En fait, attends, il vient d'où? Il vient de Palestine. Des blonds aux yeux blancs en Palestine. Vers l'an 1. Peu probable quand même, non? On estime que Jésus a été arianisé, en quelque sorte. Il a été rendu blond, yeux bleus, pour être plaisant pour les euro-caucasiens que nous sommes en majorité ici. Un petit peu comme les héros gentils dans les films de Walt Disney, qui se passent dans les pays arabes, généralement ils ont des traits plutôt européens. Je vous renvoie à des travaux qui ont été faits, d'études là-dessus. On en a même mis certains sur le site du Cortex, sur les représentations de Disney, mais aussi de Hollywood en général, sur les représentations des Arabes. Et quand il y a un héros arabe à montrer, généralement, il ressemble, on s'inspire d'un personnage. L'exemple qui me vient, c'est quoi? C'est Aladdin et la lampe merveilleuse, là, Aladdin. Dans Aladdin, le modèle de garçon, il me semble que c'était sur Tom Cruise qu'il a été copié, si je ne me trompe pas. Et le modèle de la fille, c'était, j'ai oublié son nom, enfin une actrice états-unienne dans les canons de beauté classiques, mais voilà, pas du tout avec les oripeaux qu'on greffe habituellement aux Arabes méchants, qui eux ont vraiment l'air arabes méchants quand on regarde les films de Disney. Il y a du racisme latent à l'intérieur des films de Disney, bien évidemment. Tiens, encore une petite anecdote. Ce drapeau-là, ça vous parle? J'imagine. Ça vous dit quelque chose? Il y a des gens qui veulent sortir de ça, mais il y a des gens qui veulent rester dedans. Enfin, bon, c'est le drapeau de l'Union européenne. Est-ce que vous savez ce que ça représente, les étoiles? Pas d'idée? Le cadran d'une montre? Non. Les 12 apôtres. On s'approche. Pas mal de gens pensent qu'il s'agit des 12 membres principaux qui ont monté la CE. Alors déjà, c'est faux, parce que ce drapeau a été construit à l'époque du Conseil de l'Europe. C'était déjà pas la CE. Peu importe, la CE, quand elle s'est construite, ils étaient 6. Et le Conseil de l'Europe, ils étaient 10. Donc ils n'étaient pas 12. Donc ce n'est pas les pays membres d'origine, du tout. C'est le fruit d'un concours qui a été fait pour tirer un drapeau. D'ailleurs, il y en a eu un très moche qui a été proposé, une forme de E vert sur fond blanc, épouvantablement moche.
et qui a été refusé très rapidement par tout le monde. Il y a même un gars qui a dit non, non, ça ressemble à un caleçon qui sèche, ça ressemble à rien, il faut enlever ça. Et ils ont dit on va faire un concours, ils ont demandé à plein d'artistes de travailler dessus, et il y a Arsène Heitz qui a gagné en 1955, tout le monde a pris son drapeau, et on lui a demandé après pourquoi son inspiration, enfin, il a lâché le dossier. On lui avait demandé, en fait, la requête c'était de faire un truc harmonieux, un truc consensuel et sympa. Et en fait, ce qu'il a fait, il a dit j'ai pris les 12 étoiles qui entourent la tête de la Vierge lors de l'Assomption. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Assomption, c'est qu'en fait, la Vierge Marie est sujette à je crois qu'on dit une domission, si ma mémoire est bonne, de mon catéchisme, c'est-à-dire elle ne meurt pas, elle n'est pas morte, elle monte au ciel directement, elle se retrouve dans Dieu directement. Ça s'appelle l'Assomption, quoi. Et en fait, pendant qu'elle monte, elle a 12 étoiles qui entourent sa tête, c'est écrit dans l'Apocalypse 12, 1. Et c'est de ça dont il s'est inspiré. Et dites-vous bien que tous les gouvernements de type extrême droite ou très conservateurs et de tendance catholique le savent très bien et savent le revendiquer quand il s'agit, par exemple, de se poser la question, est-ce qu'on fait rentrer la Turquie dans l'Europe? Certainement pas, car les valeurs chrétiennes sont le fondement même de l'Europe. Ah bon, c'est marqué où? Et justement, il faudrait le marquer dans la Constitution. Ça, c'était le discours polonais il y a 5-6 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il revendiquait ça, et en disant, de toute façon, regardez, vous êtes hypocrite, parce que même notre drapeau, il est chrétien. Et là-dessus, ils n'ont pas tort, il est effectivement chrétien. Il est porteur de valeurs religieuses qui, de facto, en fait, si elles sont utilisées pour exclure d'autres gens, vont vite poser problème. Manufacture de l'histoire officielle, en fait, j'ai pris 5 ingrédients majeurs. 5 ingrédients majeurs, c'est ma façon à moi de le dire. J'imagine que des historiens ou des historiennes professionnelles ne le feraient pas de cette façon-là. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, si on veut construire un beau mythe, une belle histoire, un peu romancée, qui donne envie d'appartenir au pays en question, il faut quelques ingrédients qui sont incontournables. Le premier, c'est des héros. Alors, il faut des héros. Alors, bon, Vercingétorix, j'en ai déjà parlé, c'est un héros qui tient la route, même s'il a perdu. Mais vous avez Clovis. Alors, Clovis, par exemple, anecdote dont vous vous rappelez peut-être pas si vous avez moins de 40 ans ou moins de 35 ans, mais je me rappelle qu'en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution. Moi, j'étais au collège. Et on nous a un peu forcés à aller faire les commémorations de la Révolution française. On a tous joué des sketchs, Robespierre, machin, Danton, etc. On a tous fait ça. C'était une fête qui était très fortement revendiquée par les mouvements qu'on considérait de gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste de l'époque, Mitterrand, tout ça. C'était la fête républicaine, si vous voulez. Ce qui faisait grincer beaucoup de dents, notamment dans les milieux conservateurs, ce qu'on appellerait de droite, classiquement chez nous, quoi, qui grinçaient des dents parce que pour eux, le fondement, la Révolution française, c'est pas un fondement forcément enviable. Et ils se sont donnés pour mission d'essayer de faire une contrefête de la Révolution, du bicentenaire de la Révolution, en fêtant le 1500e, si je compte bien, le 1500e anniversaire du couronnement de Clovis. Alors si je ne me gourre pas, c'est quoi? C'est 496, c'est ça? Et je crois que c'est en 1996 qu'ils ont fait le 1500e anniversaire en grande pompe de l'avènement de Clovis. Donc vous voyez, en fonction de quel personnage on se revendique, de quel héros national on se revendique, on peut donner une certaine coloration politique à son propos. Alors évidemment, il y en a une qui est la victime collatérale de tout ça, c'est évidemment Jeanne d'Arc. Je vous ai mis la version de Luc Besson, qui n'est pas la plus historique qui existe, hein, il faut bien... film de 1999, je crois, avec Mila Jovovich dans le rôle. Jeanne d'Arc, vous savez que, petit détour, le 1er mai, il y a des gens qui vont manifester, probablement faire un cortège. Le 1er mai, on dit que c'est la fête du travail. C'est pas tout à fait vrai. La fête du travail, c'est le nom qui a été donné par Vichy, le gouvernement de Vichy, pour faire la fête du travail le 1er mai. C'est Vichy qui a inventé le muguet, par exemple. Parce qu'avant, c'était pas ça. C'était le 1er mai, certes, c'était la fête du travailleur et de la cohésion sociale, ça s'appelait comme ça. Et c'est beaucoup plus ancien, et c'était pas du muguet, mais c'était de l'églantine rouge, pour le coup. Et ça remonte à, alors pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, ça remonte au massacre du Haymarket en 1886 aux États-Unis, épisode absolument sordide de l'histoire des États-Unis. Et beaucoup d'ouvriers du monde entier ont revendiqué cette date anniversaire, notamment Jules Guesde en France a revendiqué le 1er mai comme œuvre. Mais le 1er mai, c'est aussi donc, cette fête des travailleurs et de la cohésion sociale, mais c'est aussi la fête du Front National, la fête de Jeanne d'Arc. C'est la fête il fête Jeanne d'Arc, le Front National. Et depuis 1988, alors, soit comme sainte catholique, pour la branche, on va dire, d'héritage catholique, soit comme allégorie, si vous voulez, de la France qui repousse les Arabes, les immigrés, voire l'Europe, vu qu'il y a une scénarisation autour de l'Europe qui se fait. Parfois, on entend, c'est Jeanne d'Arc a repoussé l'anglais comme nous repousserons l'Europe. On entend ce genre de choses. Et c'est pas très vieux, hein, ça. C'est 1988 que Jeanne d'Arc est devenue, enfin que
le Front National s'est approprié ce personnage. Je ne connais pas d'autres mouvements politiques qui se soient aussi fortement appropriés un personnage. Et l'un des principaux acteurs de ça, c'est un gars que vous connaissez peut-être encore si vous avez de la mémoire, c'est Bruno Maigret, qui était l'ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen. Il écrivait, alors qu'il était député de l'Isère, il est d'ici, il est de chez nous. Il écrivait 7 mai 87, Jeanne d'Arc, donc, elle est là pour nous dire que nous appartenons à une communauté qui nous est propre, qui est différente de celle des autres et dont nous devons être fiers parce que c'est la nôtre et celle de nos ancêtres. Voilà, je vous laisserai méditer sur cet argument qui contient 3 mots puis, 2 effets bidons et qui d'ailleurs pose un problème sur le plan moral. On en a discuté avec déjà des étudiants ici, c'est est-ce qu'on peut être fier ou honteux de quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire de l'endroit où on est né, par exemple, ou de nos parents, par exemple. On peut être fier ou honteux de nos parents puisque c'est pas nous qui les avons faits, voyez. Puis, donc c'est difficile de. Enfin bon, c'est Bruno Maigret, c'est sa façon de penser. Des héros, vous retrouvez ça en histoire officielle. Il faut des héros dans les histoires officielles des sciences. Il faut aussi des héros, Archimède, Galilée, Newton. Évidemment, si vous êtes anglais, vous prendrez des savants anglais. Si vous êtes allemand, vous prenez des savants allemands. En France, par exemple, tout le monde parle de Pasteur. Vous allez en Allemagne, tout le monde parle de Liebig. Liebig, le même que les soupes. Liebig. Mais c'était un vrai monsieur qui s'appelait Liebig. Ça faisait rire personne à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de soupe qui s'appelait Liebig, vous voyez. Donc, c'est comme Knorr ou des noms comme ça, quoi, qui feraient marrer maintenant, mais ils ne faisaient pas marrer du tout, quoi, à l'époque. Bref, voilà, vous prenez des acteurs comme ça, et quand vous mettez des héros et une ribambelle de héros géniaux qui ont découvert des trucs, vous balayez toute une gamme de processus populaires qui ont amené parfois ces découvertes. Et je pense par exemple aux verriers, aux faïenciers, aux artisans, aux gantiers, aux gantières, aux manouvriers, à tous les gens qui ont développé des techniques et que parfois certains savants se sont appropriés en signant, parce que c'était les seuls à savoir écrire, alors que le savoir-faire avait été élaboré dans les sous-couches, dans les sous-strates de la société non lettrée. Un seul livre, à ma connaissance, traite de ça. C'est un livre qui s'appelle « Histoire populaire des sciences » de Clifford Conner. Et il y a plein d'anecdotes de ce genre-là, où comment des gens qui travaillaient dans l'ombre et qui ne savaient pas écrire se sont fait piquer des découvertes que se sont appropriées des gens très connus. Donc, je vous ai parlé du fait de la préférence nationale. On aime bien nos héros locaux. J'ai mis Yves Coppens comme exemple parce que c'est celui qui est le plus frappant, je trouve. Voilà. Deuxième ingrédient, des historiens de garde. Des gens qui sont des gardiens du temple, des gens qui vont garder l'histoire officielle et l'inventer. Alors les noms qui vous reviendront peut-être, c'est Buisson, c'est Gallo, c'est Berne, dont j'ai déjà parlé, c'est Laurent Deutsch, bien évidemment. Voilà. Et on fabrique un roman national où vous trouverez le mot storytelling, dont je vous ai déjà parlé aussi le cours dernier. Ensuite, il vous faut des politiciens opportunistes, pour les politiciennes opportunistes et peu scrupuleux sur la science historique. Et généralement, ils n'y connaissent rien, mais il ne faut pas leur en vouloir, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur job, quoi. Mais par contre, ils savent qu'en tirant sur des leviers historiques, ça va plaire à l'auditoire. Et pas une des présidentiables là, de ces dernières semaines n'a pas fait ce travail de réappropriation un peu artificielle de périodes ou de personnages. Alors j'ai pris un exemple là, j'ai coupé ce bout-là. Je ne vous décris pas chacun de ceux qui parlent, mais vous allez les reconnaître. Invoquer Jeanne d'Arc, c'est se souvenir de la plus extraordinaire héroïne de notre roman national. Si le Front National met à l'honneur la pucelle d'Orléans chaque année, c'est qu'elle représente tous les principes que nous défendons ardemment. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Cette guerre... Alors, je critique pas les deux premiers, puisque vu qu'ils peuvent être présidents, je risquerais d'avoir des ennuis. Non, peu probable. La guerre sera longue et difficile, contre un ennemi multiforme et tentaculaire. Cette guerre exige de notre part une réponse totale, comme l'avait fait Clémenceau en 1918. Je ne commémorerai pas Jean Jaurès. Je voudrais le célébrer. C'est-à-dire appeler à imiter ce qui en lui peut encore nous parler et nous mettre en mouvement. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. La France, c'est Saint-Louis, c'est Louis XI, c'est Louis XIV, c'est les révolutionnaires de 1789, c'est Bonaparte, c'est Napoléon III, c'est la Troisième République, c'est Gambetta. Et la liste continue comme ça, on va pas aller jusqu'au bout parce que... C'est le commentateur de France Culture qui dit, ça dure un moment.
Et vous noterez, il n'y a que des grands noms. Le dernier qui parlait était bien sûr François Fillon, avec la filiation dont je vous ai parlé, avec Clovis, qui était assez évidente et logique sur le plan de l'héritage. Voilà, pas un présidentiable qui n'a pas revendiqué comme ça l'histoire à ses propres fins. Arrive maintenant un point qui est le point qui, j'espère, va vous faire un peu cogiter. Vous savez qu'on a déjà discuté dans ce cours-là de ce qu'on appelle les sciences, le statut des sciences, les résultats scientifiques au sens de la démarche qui construit un savoir. C'est pas un processus qui est démocratique, c'est-à-dire on vote pas pour la meilleure hypothèse, c'est pas une question de vote en fait. Même déjà, des fois, des gens minoritaires remportent l'adhésion de tout le monde parce qu'en fait, les preuves sont là, tout simplement. Même si vous n'êtes pas d'accord au début, le monde réel se fiche pas mal de votre avis, et donc si vous êtes rationnel sur ce qui vous est présenté, au bout d'un moment, vous allez adhérer ou au contraire changer de théorie, quoi. Et elles ne sont pas faites pour nous plaire. Le danger, c'est d'arriver à des sciences dites officielles. Et c'est déjà arrivé dans la Russie soviétique, avec l'affaire Lysenko. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé de cette histoire, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler là, mais au pire, j'y reviendrai après, si vous voulez. C'est déjà arrivé dans les dénonciations de sciences dites juives. Vous vous rappelez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de choses. Voilà. On trouverait ça un peu aberrant d'imaginer qu'il y a encore des sciences officielles, c'est-à-dire qu'un État décréterait comme vrai maintenant. Un peu comme, je sais pas, aux États-Unis pourrait décréter que le réchauffement climatique n'est pas de type anthropique, par exemple, on serait choqué. Qu'en France, est-ce qu'il y a eu des formes de sciences dites officielles en France ? C'est probablement non. Même s'il semble que la place qui est donnée à la psychanalyse dans nos enseignements et dans les études de psychologie soit absolument stupéfiante par rapport à la portée technique et conceptuelle qu'a ce corpus. On est presque le dernier pays à utiliser cette méthode-là. À part pour ça, et peut-être pour, par exemple, l'homéopathie, ou des choses comme ça qui ont pignon sur rue alors qu'elles n'ont pas le fondement requis, mais c'est un peu, on pourrait dire qu'on est à la frontière de la science officielle, si vous voulez. Mais en soi, il n'existe pas de domaine où on pourrait se dire qu'il y a... imaginez François Hollande qui vous dit « Non, la théorie de la gravitation, elle est comme ça. » Boum. Voilà, on trouve ça aberrant. C'est aux scientifiques de trancher ces questions, c'est pas aux hommes politiques et aux femmes politiques de trancher ça. Et il y a un domaine qui pose problème, c'est l'histoire. L'histoire, c'est une science, une démarche, on croise les sources, on croise les faits, et pourtant, il y a quand même des lois qui posent et qui incrustent dans la cire des parties de l'histoire. On appelle ça des lois mémorielles. Elles posent problème, ces lois, parce qu'elles sont censées prévenir de certaines choses, et en fait, on se rend compte qu'elles ne les préviennent pas vraiment. Alors, dans les lois mémorielles, il y en a, on en compte à peu près 4 en France. Il y en a une sur le génocide arménien. Bon, on se dit, bon, bah, ça commence pas mal. L'État reconnaît que le génocide arménien, etc. Voilà. Et on se dit, bon, bah, c'est progressiste. Alors, moi qui ai tendance à être progressiste, je me dis, bon, bah, c'est cool, finalement, c'est pas mal, quoi. Pourquoi pas, quoi. C'est comme quand, en 2005, au procès de Dover aux États-Unis, quand ils ont considéré que l'intelligent design n'était pas une théorie scientifique, au début, j'étais content. Je me suis dit, ah, bah, c'est bien. Après, j'ai réfléchi, mais j'ai dit, c'est pas l'État, c'est pas la justice de trancher si une théorie est bonne ou pas, en fait. C'est aux scientifiques de le faire. Pourquoi c'est l'État qui tranche ça ? Je ne sais pas si vous sentez le danger, parce que pour l'instant, ça va bien dans le bon sens. La loi dite Taubira sur l'esclavage. Alors, on reconnaît la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Je me dis, bon, bah, c'est plutôt sympa. Et après, là où ça commence à grincer un peu, c'est les programmes scolaires, loi 2005, reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Et un peu plus loin, les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire et de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. On se dit, ah bon, donc en fait, on nous demande de forcer un peu le trait pour montrer quand même qu'on a fait œuvre coloniale un peu émancipatrice, un peu progressiste. Alors on se dit, ah bon, mais donc la loi nous force à adhérer à une lecture qui pourtant... Voilà. Le point le plus problématique, c'est probablement celui-ci. C'est celui qu'on appelle la loi Guesso. Si vous voulez reconnaître... les gros sabots d'un antisémite, par exemple, vous regardez s'il l'appelle loi Guesso ou s'il l'appelle loi Fabius-Guesso. Parce que souvent, comme ça a été fait sous Fabius et que Fabius est juif, alors ceux qui sont antisémites ont tendance à mettre Fabius avant pour bien montrer que c'est une loi juive, ce genre de truc. Voilà. Donc quand vous lisez loi Fabius-Guesso, vous dites ça sent quand même pas très bon déjà. Mais la loi Guesso, elle s'appelle comme ça, hein, c'est un député communiste, qui dit que sont punis, je vous le fais bref, hein, on est puni si on conteste les attendus, les rendus qui ont été faits lors du procès de Nuremberg. Et bon, parmi toute la gamme des crimes relatés, évidemment,
dans les crimes contre l'humanité, il y a évidemment le processus d'éradication systématique des Juifs et des Slaves et des Gitans et de quelques catégories comme ça. Et cette loi a été faite, pour ceux qui ont la mémoire un peu longue, elle était faite parce que dans les années 80, il y a eu quand même pas mal de crimes de type antisémite, enfin de crimes, oui, c'était, je ne sais plus si on les qualifie, comment on les qualifie, mais je me rappelle de Carpentras, l'exhumation de sépultures, il y a des trucs absolument sordides, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je pense que l'intention au départ était plutôt pas mauvaise, c'était de se dire on va punir les gens qui attisent l'antisémitisme en faisant œuvre, soi-disant historique, de révisionnisme, de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, qu'on a maximisé l'ampleur de la Shoah, ce genre de choses. Les gens qui faisaient ça, des gens comme Faurisson, comme Bardèche ou comme des gens comme ça, étaient des gens nocifs. Il fallait les interdire de parler pour ne pas faire le jeu d'un antisémitisme qui grossissait, si vous voulez. Donc au départ, vous voyez, l'intention était plutôt pas mauvaise. Mais elle pose un problème épistémologique majeur. Est-ce que c'est à la loi de poser une partie de l'histoire ? Si vous figez une partie de l'histoire avec une loi, c'est-à-dire que plus personne ne peut discuter de cette loi. Si on avait fait ça à la sortie des années 45, par exemple, la France entière était convaincue que tout le monde, enfin, avec un peu de mauvaise foi, tout le monde était convaincu que tout le monde avait été résistant, quoi. Il a fallu attendre Paxton, pour ceux qui ont lu ça, hein, pour que des auteurs étrangers fassent le constat que l'essentiel de la population française a été plutôt collaborationniste, molle, quoi. Très peu étaient résistants. C'était un mythe national qu'on était tous résistants, mais c'était pas vrai, quoi. Malheureusement, c'était pas vrai. Donc si on avait eu une loi qui posait que la France avait été résistante, on n'aurait même pas pu le contester, si vous voulez. En fait, on fige, on met sous un bloc, sous une bulle de verre, si vous voulez, sous une bulle de verre, on met une partie de l'histoire qu'on ne peut plus rediscuter. Est-ce qu'une science, fût-elle historique ou fût-elle physique ou biologique, officielle, est-ce que ça a du sens ? Moi, j'y vois un grave danger. Alors, d'avoir des lois qui fichent ça, j'aurais tendance à dire que c'est contre-productif. Primo, ça empêche un débat public sur cette question, qui permettrait, à mon avis, en plus assez facilement de montrer que les thèses négationnistes sont foireuses. Tout ce que j'ai lu pour l'instant me paraît vraiment absolument saugrenu. Après, je ne suis pas spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, mais tout ce que j'ai lu, je me suis tapé les livres des éditions de La Vieille Taupe, je me suis tapé quelques-uns comme ça ne me convainc absolument pas. Mais je me dis qu'on pourrait au moins réfuter ces affirmations-là. Or là, non seulement ça ne fait pas taire les antisémites, et les gens qui contestent ça les fait pas taire, mais en plus ça les met dans une posture de victime, on les empêche de s'exprimer et on les condamne, donc ça prouve bien que l'État a envie de cacher quelque chose, et on a rarement vu des périodes où il y avait de plus en plus des discours antisémites aussi répandus qu'en ce moment. On remarque que le discours anti-juif est assez fort en France, il est assez fréquent dans pas mal de catégories socio-professionnelles, ça n'a pas baissé du fait de ces lois, si vous voulez. Donc je trouve qu'elles sont un problème épistémologique et elles posent même un problème dans ce qu'elles étaient censées résoudre. J'ai l'impression que de mettre des lois mémorielles ne fait qu'attiser un problème qui serait facile à évacuer si on en faisait un débat public et qu'on défonçait ces thèses qui sont caduques, qui sont merdiques, qui sont odieuses, si vous voulez, sur la base des faits. C'est la démarche zététique, mais c'est les seuls sujets. Parfois, certains étudiants me demandent et me disent « Mais est-ce que je pourrais prendre un sujet sur, je sais pas, les chambres à gaz ?» Je dis « Ben non, la loi m'interdit de prendre ce sujet. C'est le seul sujet que je ne peux pas donner. » Ceci dit, je ne suis pas compétent, alors je ne serais pas enclin à le donner, mais je ne peux pas le donner, quoi. J'appelle ça des lois problématiques. Les rares personnes à contester ces lois sont les historiens, dans une grande majorité d'entre eux, les professionnels historiens, qui râlent. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent très vite à côté des antisémites. Alors, vous n'avez pas envie de signer une pétition contre la loi Guesso, par exemple, parce que vous vous retrouvez à côté de tous les horribles, affreux antisémites notoires. Donc ça calme vite, donc on n'ose pas le faire. Vous pourrez lire Igonet sur ce sujet, elle en parle un petit peu. Et le dernier ingrédient, voici 3 figures révisionnistes, négationnistes actuelles. Garaudy est décédé il y a quelques années, mais Faurisson, en l'occurrence, est encore en vie. Voilà. Dernier ingrédient, une bonne gomme. Et j'en ai fini et je vous laisse tranquille et je prendrai vos questions. Si vous en avez une bonne gomme pour bien gommer tout ce que le peuple arrive à faire tout seul, en fait, sans chef ou sans direction, tout ce qui permet d'éviter de prêter à une masse ce qu'on peut donner à un personnage illustre. Et la gomme marche souvent, ça permet de faire des processus, quand il y a des grands processus collectifs, ça permet de les figer, un peu comme des mouches qu'on écrase sur un... Mon image n'est pas jolie, mais enfin, un papillon qu'on fixe sur un carton. On fiche des événements, mais on ne montre pas les processus, ce n'est pas du tout dynamique. L'histoire des sciences devient une litanie de découvertes, mais pas du tout d'essais, d'erreurs, de réfutations, de processus lents et coûteux parfois. L'histoire des civilisations, inexacte, c'est l'histoire de ceux qui écrivent. Il faut bien se rendre compte que pendant très longtemps, les gens qui savaient écrire n'étaient pas très nombreux, et c'était généralement des hommes, et c'était généralement des blancs, et c'était généralement des prêtres.
Ce qui fait que si l'histoire des civilisations... Enfin, il y a un proverbe comme ça qu'on prête aux Maliens, je crois, mais la source n'est pas très claire. On dit que si les histoires de chasse étaient racontées par les animaux qui sont chassés, elles ne seraient pas aussi glorieuses que celles qui sont présentées par les chasseurs, quoi. Et puis l'histoire des guerres, c'est toujours l'histoire des vainqueurs, pour une raison très simple, le biais d'attrition. C'est-à-dire que les vaincus, ils sont morts, quoi. Et donc ils racontent rien, puis ils sont morts. Voilà. Histoire d'un pays, histoire des grands hommes, histoire des luttes, des résistances, les suffragettes, les suffragistes, le Conseil national de la résistance, les anarchistes, les paysans, les luttes ouvrières, etc. Tout ça, généralement, dans nos cours d'histoire, c'est zéro ou très peu. Moi, j'ai jamais entendu parler des suffragettes dans mon cours d'histoire quand j'étais petit, hein. Ou alors j'ai raté ce jour-là, hein, mais il y a très peu de place qui est... Alors heureusement, il y a des gens qui luttent contre cette gomme. Et il y en a quelques-uns. Alors, anecdote, qui n'en est pas une, un type qui un jour s'est énervé, il s'appelle Howard Zinn, il a fait ce livre-là, qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis, et il s'est dit, moi, je vais faire de l'histoire, mais je vais faire de l'histoire du point de vue des pauvres, des opprimés, des femmes, des hobos, des gens dont on parle jamais, des Amérindiens, de tous ceux qui se font casser la gueule tout le temps dans toutes les luttes et dont on parle jamais. Je ne vais pas faire l'histoire des grands hommes. Quand j'ai découvert ce bouquin, je ne sais pas si ça peut vous encourager à avoir toujours un carnet sur vous pour prendre des notes, mais moi j'ai découvert ce bouquin 5 ans avant qu'il soit traduit, mais j'ai eu la flemme de le lire, donc j'ai attendu qu'Agon le traduise en 2002. J'ai découvert par un film de Gus Van Sant, figurez-vous, que vous avez peut-être déjà vu avec Matt Damon, qui s'appelle Will Hunting, ce film, Good Will Hunting en anglais. Et il y a un passage, je l'ai gardé là si vous voulez voir où il est, je l'ai coupé, mais je ne vous le montre pas parce qu'il est déjà 19h30, mais il y a un passage où il fait la morale à Robin Williams, là, le jeune Will Hunting, et lui dit, de toute façon tu lis des livres de merde, si tu voulais vraiment lire un livre sur l'histoire, t'as qu'à lire Howard Zinn. Et moi j'avais mon calepin, je note Howard Zinn, c'est quoi, qui c'est Howard Zinn? Et j'ai découvert comme ça l'œuvre de ce type qui est mort en 2010 et qui est absolument magistrale et dont on n'a pas d'équivalent réel en France, si ce n'est cette tentative qui a été faite très récemment par Zancarini Fournel, cette dame de Lyon, je crois, qui a fait Les luttes et les rêves, qui fait un peu la même démarche, sauf que je le trouve un peu plus inégal. Mais en même temps, je ne suis pas historien, ça se trouve, c'est moi qui analyse mal, mais le livre est quand même très intéressant et fourmille d'anecdotes incroyables. Voilà. Des fois, l'histoire est logée dans des endroits où on s'en douterait même pas. Howard Zinn est assez connu pour une phrase qui est sur mon t-shirt d'ailleurs. On ne peut pas rester neutre dans un train en marche. C'est une phrase qu'il répétait souvent. Et il dit l'histoire est un train en marche, on ne peut pas être neutre là-dedans, quoi. Je vous avais dit ça d'ailleurs sur le cours sur la manipulation, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et cette phrase, si j'avais pu oublier Howard Zinn, en tout cas, il me serait revenu par un autre biais. Si vous écoutez System of a Down, que vous voyez là sur l'image ici, si vous êtes attentif, si vous êtes comme moi à farfouiller les paroles de musique, même quand vous ne parlez pas la langue et vous les faites traduire et tout, et ben vous prenez la chanson Dear Dance, et dans Dear Dance, en fait, c'est un hommage à Howard Zinn, volontaire, et il y a une phrase dedans, je voulais vous le passer, mais en fait, j'ai pas le temps, tant pis, je vous aurais mis du System of a Down ici, il y a We can't afford to be neutral in a moving train. On ne peut pas être neutre dans un train en marche. Et il y a une autre phrase aussi, Howard Zinn, il dit, si on n'apprend pas l'histoire, c'est comme si on était né hier soir, quoi. On n'a rien pour se projeter, on n'a rien pour anticiper, on peut tirer aucune essai-erreur du passé, on ne sait même pas ce qui a pu exister auparavant. Donc il faut s'approprier les traces qui sont parfois éparses et qu'on peut trouver dans les endroits les plus incongrus. Alors je vous donne quelques exemples. Il y a des chansons qui parfois permettent de mettre le pied à l'étrier d'une histoire un peu contestataire. Howard Zinn s'est penché sur l'histoire des États-Unis pour une raison simple. Il a entendu Pete Seeger chanter une chanson sur un épisode d'ouvrier qu'il ne connaissait pas. Il a dit, comment ça se fait que le mec chante avec sa guitare, là, avec une guitare où il y avait marqué This guitar kills fascists. Ma guitare tue les fascistes. Je ne sais pas si vous connaissez Pete Seeger. C'est un peu le père spirituel de Bob Dylan, si vous voulez. Et il dit, comment ce mec connaît une histoire que moi je ne connais pas alors que je suis historien, ça m'énerve. Donc avec les chansons, parfois on hallucine. J'ai découvert très récemment, au travers de l'œuvre de Daniel Waro, qui est venu chanter il y a 15 jours de ça à Ève, qui est un chanteur réunionnais de Maloya, magistral chanteur, magistral musique, enfin, ça c'est génial. J'ai découvert des luttes réunionnaises que je ne connaissais pas en écoutant ce qu'il raconte, quoi. Vous pouvez écouter des rappeurs qui parfois font ce travail, il n'y a pas que du rap bidon et creux, hein. Il y a du rap avec de l'histoire dedans parfois. La musique apporte vraiment des choses étonnantes. Avec les BD aussi, j'en profite pour vous en montrer une. Elle s'appelle Sang Noir. Elle parle d'un accident de mineur qui s'est passé en 1906 à Courrières, qui est une histoire que peut-être vous connaissez, qui est absolument immonde. Mais c'est une histoire réelle. C'était nos grands-parents et nos arrière-grands-parents qui étaient là-dedans. Avec des documentaires aussi. Alors, il y a
chaque année, j'essaie d'en montrer ici. Il y a 5 ans et 4 ans, quand c'est sorti, je l'ai montré sur Awardsin. Le premier volet s'appelle Du pain et des roses. Je crois que je le remontrerai l'an prochain parce que plus personne ne se rappelle de ce documentaire qui est absolument génial. Il y a aussi La Sociale, dont vous avez entendu parler récemment parce qu'il a fait pas mal de buzz au cinéma, de Perret. Vous avez aussi un documentaire qui est sorti il y a 2 semaines de Tancred Ramonet qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, qui est remarquablement bien foutu et qui fait apparaître des choses que la plupart d'entre nous ignorons. Voilà. Il y a aussi des livres, j'ai parlé de Zancarini-Fournel, mais il y a aussi un autre bouquin, là, je l'ai amené parce que personne ne connaît ce genre de truc, c'est les éditions de la Libre Pensée qui font ça. C'est des livres sur toutes les mutineries pendant la guerre de 14 par les gens qui ne voulaient pas les se faire massacrer et qui parfois se mutinaient et au prix de se faire fusiller souvent. L'histoire des déserteurs, des pacifistes et tout ça. Voilà, livre assez génial. Je vous le montre parce que peu de gens connaissent ce livre et peu de gens savent d'ailleurs que même les rares films qui parlent de ça, pensez au Sentier de la Gloire de Kubrick, ont été interdits en France pendant près de 35 ans, je crois. Qui parlaient de l'insoumission aux ordres imbéciles qu'ils ont pu recevoir pendant la guerre de 14. Voilà, donc je vous recommande aussi ce film. Et parfois, avec d'autres outils aussi, on peut contester la gomme. Et je rends hommage aux camarades, et j'ai pas fait partie d'eux à l'époque, parce que j'ai raté le coche. L'affaire des déboulonneurs de la rue Thiers, pour ceux qui s'en rappellent, peut-être pas, des gens qui ont dit, mais comment se fait-il qu'on a encore des rues qui s'appellent Adolphe Thiers, alors que Thiers, il est devenu président de la République, mais au moment où il était il était président de l'exécutif en 1871, il a terminé dans le sang des hommes, des femmes, des enfants pendant la Commune de Paris, épisode assez remarquable sur le plan libertaire qui s'était déroulé l'espace de quelques semaines à Paris en 1871 et dont on parle très très peu dans nos cours. Ils ont voulu déboulonner cette rue pour la rebaptiser et se sont fait condamner. Nos rues portent de l'histoire. Et la dernière anecdote que je vous raconte, c'est sur un pont. Le pont qui m'amène en vélo ou en voiture quand j'y passe, le pont qui nous amène au campus, là, vous savez. Cette rue s'appelle la rue du 19 mars 1962, c'est les accords d'Évian. Et il y a 3 ans de ça, je vous jure, hein, je suis là, je suis au volant de ma bagnole, comme ça, je lève la tête et je vois ça. Je vois ça. Un autocollant collé sur le panneau, et je vois rue Jean-Bastien Thierry, martyr de l'Algérie française, fusillé le 21 mars 1963. Je me dis, mais attends, mais ce nom me dit quelque chose. Et le panneau est haut, il est à 2,50 m au moins, voire 3 mètres de haut. Mais qui a été collé ce truc-là et pourquoi Bastien Thierry ? Bastien Thierry, j'ai redocumenté. Bastien Thierry, c'est celui qui avait commandité et en partie exécuté l'attentat raté du petit Clamart contre Charles de Gaulle. Et c'était l'OAS qui organisait ça. C'était l'organisation armée secrète qui visait à faire tomber De Gaulle pour garder l'Algérie française. Il y a encore des gens... là, on est quoi ? On est 55 ans plus tard, quoi. Donc c'est quand même pas des gens tout jeunes, quoi, qui sont capables de revendiquer une mémoire pareille, si vous voulez, une mémoire de l'Algérie française et qui sont capables de se jucher à 3 mètres de haut. J'imaginais bien des petits papis et des mamies qui se grimpent là-haut pour coller ça. Et je me dis qu'effectivement, il y a un enjeu en fait derrière ça. Et l'histoire, elle est, c'est pour ça que je finissais là-dessus. L'histoire, elle est au coin de la rue, vraiment. Hein. Et je pense qu'on devrait revendiquer parfois certains noms de rues sont parfois porteurs de choses qui sont assez décadentes. Pour finir ça, j'ai un DVD qu'on trouve très peu. Il est fait par un historien savoyard qui s'appelle Michel Étiévent, qui est très sympa, et qui a fait un documentaire sur les gens qui ont inventé la sécurité sociale, enfin qui l'ont en grande partie élaboré, comme Croizat, Marcel Paul, et des gens comme ça. Voilà, et ça fait partie des histoires qu'on raconte peu. Et dites-vous bien que vous avez tous des grands-parents, des oncles, des tantes, ou vous êtes vous-même grands-parents ou grand-mère ou oncles et tantes. Je vous apprends rien en vous disant que vous allez mourir un jour. Quand vous allez mourir, les luttes auxquelles vous avez participé, elles vont disparaître. Et donc je disais ça quand je faisais mes cours à l'université interâge, mais les gens qui sont âgés ont plus de chances de mourir en moyenne que ceux qui sont jeunes. Donc les jeunes, ils ont encore le temps de raconter des trucs, mais les anciens, ils sont dépositaires d'un trésor qu'ils ont et qu'ils vont enfouir avec eux. Si vous avez moyen, les anciens, de raconter ce que vous avez traversé, si vous avez moyen de raconter, par exemple, vos luttes contre les luttes pour le droit à l'avortement, les luttes pour le droit à la contraception, si vous les racontez pas, la jeune génération, elle saura même pas elle saura même pas que c'était le fruit d'un combat. Puis dans le jour où on lui enlèvera, elle ne va même pas s'en rendre compte, quoi. Elle ne saura même pas quoi revendiquer comme histoire. Donc vous êtes porteur de ça, nous on ne l'est pas. Moi je suis porteur de trucs que les plus jeunes n'ont pas non plus. M'arrivera un de ces jours la responsabilité de raconter aussi. Donc n'enterrez pas avec vous toutes ces histoires de lutte, parce que ce n'est pas l'école qui nous les fournit. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. J'ai dû recevoir quelques SMS, je vais en traiter quelques-unes, comme j'ai promis de le faire à chaque fois. J'en ai 5 ou 6, je crois. J'ai beaucoup aimé lire 14 juillet d'Éric Julliard, une Bastille prise dans un grand n'importe quoi bien loin de l'histoire officielle.
Je n'ai jamais lu. 14 juillet d'Éric Julliard. Je note. Merci beaucoup. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'inauguration du tunnel de Gotthard en Suisse, assez récente, accusée de rites sataniques et de beaucoup de théories du complot. Les images sont saisissantes. Je ne connais pas cette histoire. Je fais montre d'ignarité, je ne connais pas cette histoire. Je vais me renseigner. Y a-t-il des historiens qui se soient penchés sur ce que raconte Asselineau dans ses meetings ou sur sa chaîne YouTube ou sur l'histoire de France? Ses propos sentent bon le complotisme. Il a l'air de réinventer l'histoire comme bon lui semble, et ça m'a l'air un peu dangereux tout ça. Ils sont nombreux à réinventer l'histoire à leur propre façon, mais je n'ai pas travaillé à Asselineau suffisamment en détail pour vous faire un commentaire éclairé sur le sujet. Donc, comme je vous ai promis, je ne vous parle que des sujets que j'ai traités, que je connais, et malheureusement, je ne peux pas vous répondre à ça. Donc, ça fait 3 questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je suis très embêté. Vous dites antisémitisme, or la plupart du temps, il s'agit d'un antisionisme qui vise les sionistes et non pas les juifs. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est parfois spécifié. Un type comme Bardèche, par exemple, disait « Mais moi, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. » Voilà. Le problème, c'est que cet argument-là, il est parfois utilisé par des gens dont... Ce qui est hyper compliqué, c'est qu'on rentre dans le domaine de l'opinion, et c'est... Dans quelle mesure les gens expriment-ils vraiment leur opinion, sachant que de toute façon, leur opinion est passible de loi parfois, ce qu'on appelle les délits d'opinion, ce qui est à mon avis un non-sens, mais n'empêche qu'il y a des gens qui peuvent être condamnés s'ils font un énoncé d'opinion qui va à l'encontre de ce qui est prévu. Donc on n'a pas une liberté d'expression complète, ce qui fait que comme les gens n'ont pas de liberté d'expression complète, eh ben, ils disent peut-être pas ce qu'ils pensent, donc on peut suspecter qu'ils sont probablement plus antisémites qu'antisionistes, mais en fait on ne peut pas le savoir, donc on est obligé de se plier à ce qu'ils disent. Et donc, en zététique, on dit pareil, on ne peut pas juger des intentions des gens. Donc je pense qu'il y a une grosse nuance. Hein. D'ailleurs, vous savez que chez les antisionistes, ou chez les sionistes, d'ailleurs, enfin les sionistes, il y en a eu des dizaines de sortes différentes. Vous avez des sionistes progressistes, vous avez des sionistes d'extrême gauche, vous avez des sionistes d'extrême droite, vous avez des sionistes pro-Madagascar, pour aller installer le peuple juif à Madagascar. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires-là, mais il y a des mouvements sionistes, il y en a eu toutes les sortes. Ça date des années... les premiers, je ne sais pas, je dirais que les premiers, ça doit être 1870, je pense, les mouvements sionistes les plus anciens. Donc il y en a plein de différentes crèmeries. Donc même le mot antisioniste lui-même, c'est déjà un emboîtement de choses qui sont un peu disparates, quoi. Donc oui, l'antisémitisme, même l'antisémitisme, c'est un mot qui est saugrenu, parce que ça veut dire qu'on n'aime pas les sémites. Mais sémites, c'est une catégorie qui est bizarre, quoi. Parce que les Arabes aussi sont sémites. Alors les Kabyles, c'est pas si clair que ça. Alors, enfin, ça fait des catégories. Chaque mot, en fait, vous voyez, c'est des effets de paillasson potentiels, des métonymies, des synecdotes permanentes. Et il faudrait qu'on soit vigilant à un lexique précis et propre, mais c'est très difficile, hein, surtout dans la sphère médiatique où tout le monde sort les mots et comme ça du chapeau. Et si vous vous foirez sur un mot, vous pouvez être le fruit d'une vindicte terrible. Donc je ne peux pas vous garantir que tous les antisémites sont simplement des antisionistes. J'aimerais bien vous dire ça, mais je ne crois pas que ce soit le cas, malheureusement. Pouvez-vous nous redonner les infos sur le livre des mutineries de la Première Guerre mondiale? Oui. D'un point de vue marketing, il n'est pas terrible, ce bouquin, parce que la pochette et le titre, il fait 8 lignes, quoi. En fait, ça s'appelle « Les actes des colloques de Franchesse », du 27 juin 2015. Ça se commande aux éditions de la Libre Pensée. Ça coûte je crois que vous pouvez... ça coûte 20 balles, 20 €. Ça s'appelle « La résistance à la guerre de 14-18 dans les partis socialistes et au plan international, dans les syndicats et au Parlement français, dans la pensée et le vécu des poilus eux-mêmes. Déserteurs, mutins, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays, unissez-vous ». C'est le titre, c'est comme ça. Voilà. Que fais-tu pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre? Et d'ailleurs, dedans, ils font un appel au financement d'un monument pacifiste, parce que la plupart des monuments, c'était un énorme business à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, la deuxième aussi d'ailleurs, le business des monuments a été assez grand, donc il y a eu des monuments dans quasiment toutes les villes. La plupart ne sont pas pacifistes du tout, hein. Ils disent « à nos morts, pour la glorieuse patrie », etc. Et beaucoup de gens à la Libre Pensée contestent ça et disent qu'en fait, il ferait mieux de contester la guerre, parce que c'est la guerre qui est débile. C'est la guerre qui n'a pas de sens. Donc, à bas la guerre, disent-ils, et vous pouvez donc souscrire à la construction d'un monument contre la guerre. L'association s'appelle l'AEHMRF. C'est une autre manière de lutter contre la gomme de l'histoire. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions qui m'arrivaient. Et maintenant, si vous voulez débattre de vive voix ici ou discuter, je suis à votre disposition.